Bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous écoutez et à quelle heure vous préférez écouter ces histoires. Je lirai vos commentaires. Sans plus attendre, commençons. C'était une soirée tranquille au siège social de Coca-Cola, ici à Mexico. À cette heure-là, le bâtiment, avec ses murs de verre et ses lumières tamisées, ressemblait à un géant endormi. Je m'appelle Luis Mendoza et je travaillais comme agent de sécurité du matin depuis 3 ans. Ce n'était pas le meilleur travail du monde, mais cela me permettait de payer les factures et de passer du temps avec ma fille le week-end. Ce soir-là, comme d'habitude, j'étais dans la salle de surveillance, une tasse de café instantané à la main, le bourdonnement des ventilateurs étant mon seul compagnon. Je regardais les caméras par pure routine, passant les yeux d'un écran à l'autre, quand quelque chose m'a fait m'arrêter. Dans le couloir du 4e étage se tenait un homme, pas un de ses employés qui restait parfois tard. Cet homme portait un costume démodé, un de ces costumes à large revers et cravate fine, comme dans un film des années 60. Il marchait lentement, les mains dans les poches, et s'arrêta juste devant l'un des portraits des anciens propriétaires qui ornaient les couloirs. Il n'avait ni papier d'identité, ni serviette, rien. Il se tenait là, immobile, à contempler le tableau. Je fronçais les sourcils et penchais mon visage vers l'écran. L'image était d'une netteté irréprochable. Les caméras étaient à la pointe de la technologie. Ses cheveux étaient plaqués en arrière avec des paillettes, et sa posture avait quelque chose de raide, presque artificiel. J'envisageais de le signaler à la radio. Mais avant que je puisse prendre l'appareil, l'homme se retourna et reprit sa marche. J'ai accéléré la vidéo, suivant son parcours entre les caméras. Elle finissait toujours de la même manière. Elle atteignait le couloir menant aux archives historiques, au 2e étage, et disparaissait soudainement. Il n'y avait pas de portes ouvertes, pas d'ombre, elle disparaissait tout simplement. La première fois que je l'ai visionnée, j'ai été convaincu qu'il s'agissait d'une erreur technique. Parfois, les caméras enregistrent des choses étranges, n'est-ce pas? Des ombres qui ne devraient pas être là, des reflets déroutants. Mais la nuit suivante, il était de nouveau là. Même tenue, même routine, couloir, portrait, dossier, rien. J'avais l'estomac noué à chaque fois que je réécoutais les enregistrements. Je n'en avais parlé à personne au travail. Qu'allais-je dire? Tiens, je crois qu'un type des années 60 traîne dans les couloirs. Il m'aurait envoyé en cure de désintoxication ou pire, chez un psychologue. J'ai décidé d'enquêter par moi-même. Une nuit, après l'avoir vu sur une caméra, j'ai pris ma lampe de poche et je suis descendu au 2e étage. L'air là-bas sentait le vieux papier et l'humidité, et le silence était si pesant que j'entendais ma propre respiration. Je me suis dirigé vers l'endroit où l'homme disparaissait toujours, près de la porte des archives. Rien ne semblait déplacé. La porte était verrouillée comme d'habitude, et le couloir était vide. Mais en m'approchant, j'ai ressenti un frisson que la climatisation ne pouvait expliquer. C'était comme si quelqu'un m'observait, même s'il n'y avait personne. Le lendemain, j'ai parlé avec le vieux Raoul, un garde à la retraite qui venait encore me saluer de temps en temps. Je lui ai demandé s'il avait déjà vu quelque chose d'étrange dans le bâtiment. Il m'a regardé de ses yeux fatigués et m'a répondu que non. Mais ensuite, comme si je l'avais laissé échapper, il a mentionné qu'il y a des années, une rumeur circulait parmi les gardes. Il disait qu'un cadre était mort dans un terrible accident survenu dans l'une des usines de production dans les années 1960. Il n'a donné aucun détail, juste que c'était laid et que l'entreprise avait vite étouffé l'affaire. Je lui ai demandé le nom de ce type, mais Raoul a haussé les épaules et a changé de sujet. Cette conversation m'a mis encore plus mal à l'aise. Lors de mon service suivant, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé la permission de consulter le dossier historique. Mon superviseur, un type grincheux mais bien, m'a donné le feu vert à condition que je ne touche à rien d'important. Je suis descendu avec un carnet et une lampe de poche et j'ai commencé à fouiller les cartons poussiéreux. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais au bout d'un moment, je suis tombé sur un dossier rempli de coupures de journaux jaunis. L'une d'elles parlait d'un accident survenu dans une usine d'embouteillage en 1964. Un cadre, Jorge Valdés, était décédé après s'être coincé dans un tapis roulant alors qu'il inspectait la chaîne. L'article était bref, mais il mentionnait que cet homme avait été un pilier de l'entreprise avant sa mort.
Je me suis figé. Ça aurait pu être lui. La date correspondait au costume, à l'époque. Mais que faisait-il ici? Au quartier général et non à l'étage où il est mort? J'ai conservé la coupure dans mon carnet et j'ai continué mes recherches. J'ai trouvé une photo décolorée d'un groupe d'hommes en costume. Et l'un d'eux, à l'arrière-plan, ressemblait trop au caméraman. Son regard, même sur la photo, semblait me suivre. À partir de cette nuit-là, j'ai commencé à remarquer des choses. Des petits détails que j'avais ignorés jusque-là. L'odeur de paillettes qui flottait parfois dans l'air du deuxième étage, même si personne ne l'avait utilisé depuis des décennies. Le bruit de pas légers dans les couloirs vides, toujours hors de ma vue. Un jour, en vérifiant les caméras, j'ai juré que l'homme m'avait regardé droit dans les yeux, à travers l'écran, mais c'était impossible. Un frisson me parcourut et j'éteignis le moniteur un instant pour me calmer. J'essayais de parler aux autres gardes de ce que j'avais vu, mais la plupart riaient ou me disaient que je travaillais trop. Un seul, un nouveau nommé Marco, écoutait attentivement. Il me dit avoir aussi ressenti quelque chose d'étrange au deuxième étage, mais n'avoir rien vu de concret. Je lui ai demandé d'être attentif, mais je ne voulais pas trop l'impliquer. Je ne voulais pas qu'il me prenne pour une folle. Ma vie personnelle a également commencé à en pâtir. Je suis rentré épuisé, avec de profondes cernes sous les yeux, et ma fille, Sophia, a commencé à s'inquiéter. « Papa, ça va? Tu as l'air fatigué ?» me demandait-elle. Je lui ai souri et lui ai assuré que tout allait bien. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. J'ai même commencé à faire des cauchemars. J'ai rêvé que j'étais coincé sur un tapis roulant, sentant la machine m'écraser lentement, tandis que l'homme en costume m'observait de loin, sans rien faire. Une nuit, après des semaines de ce genre, j'ai pris une décision. Si cet homme voulait quelque chose, peut-être devrais-je l'affronter. Je suis descendu au deuxième étage, dans le couloir des archives, et j'ai attendu. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, une lampe torche à la main, le cœur serré. Puis je l'ai vu. Il était là, au bout du couloir, à contempler un portrait. Il ne bougeait pas, ne parlait pas. Il me regardait simplement et pendant une seconde. J'ai eu l'impression qu'il comprenait quelque chose, sans pouvoir dire quoi. Je me suis approché d'un pas et il a levé la main comme pour me faire signe d'arrêter. Puis il s'est dirigé vers le classeur et a disparu comme d'habitude. Mais cette fois, il a laissé quelque chose derrière lui. Un morceau de papier froissé par terre. Je l'ai ramassé d'une main tremblante. C'était un mot manuscrit, à l'écriture de travers. Ce n'était pas un accident. Je ne sais pas quoi en penser. Je l'ai gardé dans mon casier, mais je ne l'ai montré à personne. Parfois, je songe à en savoir plus, à enquêter sur ce qui est vraiment arrivé à Jorge Valdés. D'autres fois, j'ai juste envie de l'oublier et de continuer ma vie. Mais chaque soir, devant les caméras, je me demande s'il est toujours là, attendant que quelqu'un découvre la vérité, ou s'il veut juste qu'on se souvienne de lui. Musique. C'était un après-midi ordinaire dans les bureaux de Coca-Cola à Guadalajara. Le genre de journée où la chaleur vous oblige à garder une canette fraîche près de votre bureau. Je travaillais au département d'Haïti depuis 3 ans, un emploi que j'avais obtenu grâce à une connaissance de l'université. Ce n'était pas mon rêve, mais cela me permettait de payer les factures et de me consacrer à mes affaires. Cet après-midi-là, ma patronne, Laura, m'a convoqué dans son bureau de cette voix sèche qu'elle utilisait quand quelque chose ne l'enthousiasmait pas, mais qu'il fallait absolument faire. Elle m'a expliqué qu'ils avaient décidé de se débarrasser d'un vieux serveur qui prenait la poussière dans l'entrepôt depuis des années. Ma tâche était simple, parcourir les fichiers, sauvegarder les éléments importants et supprimer le reste. Ça n'avait pas l'air passionnant, mais j'aimais bien fouiller dans les vieux systèmes. Il y avait quelque chose de satisfaisant à comprendre, comment les choses fonctionnaient avant mon arrivée. Le serveur était installé dans un coin de l'entrepôt, entouré de cartons aux étiquettes défraîchies. C'était un modèle des années 90, lourd et bruyant, avec un vrombissement qui emplissait le silence de la pièce. J'ai branché mon ordinateur portable et commencé à explorer. Les dossiers étaient un véritable fouillis. Des rapports d'inventaire, des courriels internes et des enregistrements d'appels du service. Clients que personne n'avait consultés depuis des décennies. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe sur un dossier nommé
1992-0823. Il n'avait aucune description, juste la date. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est le nombre de fichiers qu'il contenait. Plus de 30 enregistrements, tous datés du même jour. J'ai ouvert le premier par pure curiosité. C'était l'appel d'un homme à l'accent du Nord, la voix brisée par la colère. Il disait avoir trouvé une dent dans sa bouteille de Coca-Cola. Pas un morceau de plastique ni un accident, mais une dent humaine, petite et jaunâtre. L'opératrice a répondu, avec ce calme habituel qu'on apprend dans les centres d'appel, promettant de faire remonter l'affaire. Je pensais qu'il s'agissait d'un incident isolé, rare, mais pas impossible. Il arrive que des produits fabriqués en série présentent des anomalies. Cependant, le deuxième enregistrement était différent. Une femme, au bord des larmes, a raconté qu'en ouvrant sa canette, un message manuscrit était collé à l'intérieur du couvercle. Arrêtez d'en boire. Ce n'était pas une plainte classique concernant son goût acide ou étrange. Il y avait quelque chose de personnel dans son ton, comme si elle était vraiment effrayée. J'ai continué à écouter et chaque enregistrement était plus étrange que le précédent. Un type a dit que son coca avait une odeur métallique et quelque chose qui flottait à l'intérieur comme un caillot. Une autre personne a juré que l'étiquette de sa bouteille portait un mot griffonné en rouge. « Fuyez !» Ce qui m'a vraiment déstabilisé, c'est de réaliser que toutes ces plaintes dataient du 23 août 1992, ni la veille, ni le lendemain. 34 personnes, toutes rapportant des faits invraisemblables au cours de la même journée de 24 heures. J'ai vérifié les métadonnées. Il n'y avait aucune erreur. Les dates correspondaient, mais il n'y avait aucun rapport de suivi, aucune note d'enquête, rien. C'était comme si ces appels avaient été bloqués sur le serveur et oubliés. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je pensais à ces voix, à la panique qui se lisait entre les mots. Le lendemain, j'ai emporté mon ordinateur portable au bureau et j'ai tout raconté à Louis, un collègue toujours impliqué dans les ragots de l'entreprise. J'ai mentionné les enregistrements, espérant qu'il aurait une théorie farfelue. Il m'a regardé sérieusement et m'a dit qu'il avait entendu des agents de maintenance parler d'une journée étrange dans les années 90, mais personne ne donnait de détails. C'était probablement un lot contaminé. Où a-t-il suggéré, et ils l'ont dissimulé pour éviter de perdre des ventes. Je n'étais pas convaincu. Un lot contaminé n'expliquait ni les messages écrits, ni la coïncidence de la date. J'ai décidé de demander directement à Laura. Je lui ai raconté ma découverte, d'un ton décontracté pour ne pas paraître alarmé. Il a froncé les sourcils et m'a dit qu'il vérifierait les archives. Mais il a ajouté quelque chose que je n'avais pas prévu. Il y avait eu une erreur système ce jour-là. Une panne de l'usine ou quelque chose comme ça. N'y réfléchissez pas à deux fois. Ce sont des choses qui arrivent. Sa réponse m'a laissé de marbre. Une erreur système. Ça ne collait ni avec les dents ni avec les messages. De plus, son ton était étrange, comme si elle voulait clore le sujet rapidement. J'avais l'impression qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Mais je ne voulais pas insister. Laura n'était pas du genre à tolérer trop de questions. J'ai passé les jours suivants à surveiller le serveur plus attentivement. J'ai trouvé un fichier texte enfoui parmi des dossiers techniques. Une note interne datée d'une semaine, après le 23 août. Elle ne portait aucune signature, juste un en-tête de l'usine de Guadalajara. Elle indiquait que des mesures avaient été prises pour contenir un incident isolé et que le personnel ne devait pas en parler à des personnes extérieures. À la fin, une ligne était soulignée. L'équipe de nuit du 23 est fermée. Rien de plus. Le mémo m'a donné la chair de poule. Que voulait dire « fermé » ? Tout le monde a-t-il été viré ou pire ? J'ai voulu approfondir la question, mais le serveur a commencé à planter. Les fichiers se chargeaient lentement ou se fermaient tout seuls. Je pensais que c'était dû à la vétusté du matériel, mais un soir, alors que je travaillais seul au bureau, l'écran a clignoté et s'est éteint. À son retour, le dossier de 1992 avait disparu. J'ai essayé de le récupérer avec des outils de récupération, mais il n'y avait aucune trace, comme si quelqu'un l'avait effacé à distance. C'est là que la paranoïa a commencé. Les lumières du couloir bourdonnaient plus fort que d'habitude, et je sentais parfois une brise froide sur ma nuque, même si les fenêtres étaient fermées.
Un après-midi, en partant, j'ai remarqué que le gardien me fixait. Plus longtemps que nécessaire. Je n'ai rien dit, mais j'ai commencé à prendre d'autres chemins pour rentrer. J'en ai parlé à ma sœur aînée Carla, car j'avais besoin de me vider le cœur. Elle avait toujours été le guide de la famille. Elle travaillait dans un magasin et ne croyait pas aux histoires étranges. Il m'a écouté pendant que j'épluchais des pommes de terre pour le dîner et m'a finalement dit d'arrêter de couper les cheveux en 4. C'était probablement une blague de quelqu'un de l'usine. A-t-il estimé, ou un fou qui s'était introduit dans l'entrepôt? Les entreprises dissimulent souvent ce genre de choses. Je voulais le croire. Mais je n'arrivais pas à me sortir les enregistrements de la tête. Ces voix ne semblaient pas être une blague. J'ai décidé de faire un dernier pas. J'ai demandé aux archives de l'entreprise les documents physiques de 1992. J'ai dû inventer une excuse pour un projet de secours et ils m'ont laissé entrer à contre-cœur. Les cartons se trouvaient dans une pièce humide à l'arrière du bâtiment et la poussière m'a fait éternuer. J'ai retrouvé celui d'août, mais les documents du 23 étaient incomplets. Il manquait des pages, comme si quelqu'un les avait arrachées. Parmi les feuilles volantes, j'ai trouvé une note manuscrite à l'encre délavée. Ce n'était pas un accident. Vérifiez la ligne 3. Elle n'avait ni signature ni contexte, mais la mention de la ligne 3 m'a fait penser aux machines d'embouteillage. J'ai rangé la note dans mon sac à dos et j'ai continué mes recherches. Mais il n'y avait aucune autre piste. Cette même semaine, quelqu'un s'est introduit dans mon box. Ils n'ont rien volé d'important. Ils ont juste déplacé mes affaires. La souris était à l'envers, des câbles débranchés. Le nettoyage aurait pu être bâclé, mais j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à laisser mon ordinateur portable à la maison et à ne travailler qu'aux heures de pointe. Luis a remarqué que j'étais tendu et m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit oui, mais je ne lui ai pas parlé du box. Je ne voulais pas l'impliquer dans cette histoire. Un soir, alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai aperçu une silhouette sur le parking. Elle était immobile, juste là, sous une lampe vacillante. Il aurait pu s'agir d'un employé en train de fumer ou de quelqu'un qui attendait quelqu'un. Mais mon instinct m'a dit de monter rapidement dans la voiture. En démarrant, j'ai regardé dans le rétroviseur et la silhouette avait disparu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'un compte sans nom, juste des chiffres et des lettres aléatoires. L'objet était 1992. Le message était court. Non, ça ne vaut pas le coup. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai conservé comme preuve. J'ai pensé à aller au RH, voir à la police. Mais qu'allais-je leur dire? Que j'avais trouvé d'étranges enregistrements et que j'avais maintenant l'impression d'être surveillé. Je n'avais aucune preuve tangible. Le serveur était propre et le message ne prouvait rien. J'ai continué à travailler parce que j'avais besoin de mon salaire, mais c'était de plus en plus difficile chaque jour. Les bruits du bureau, les frappes au clavier, le murmure des conversations me donnaient l'impression d'un fond sonore invisible. Un jour, en ouvrant mon tiroir, j'ai trouvé une canette de Coca-Cola que je ne me souvenais pas y avoir mise. Il n'y avait aucun message ni rien d'étrange, mais je l'ai jetée sans l'ouvrir. Les semaines ont passé et la pression s'est un peu relâchée. Plus personne ne m'a envoyé de SMS et le box n'était plus en désordre. J'ai pensé tout laisser derrière moi, mais une partie de moi était encore accrochée au mystère. J'ai contacté un ami d'université qui travaillait maintenant dans un magazine local. Je lui ai raconté l'histoire sans citer de nom ni de détails compromettants. Juste pour savoir ce qu'il en pensait, il m'a dit que cela ressemblait à une tentative de dissimulation classique, mais que sans preuve matérielle, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il m'a promis de me renseigner auprès de ses contacts, mais il ne m'a laissé aucun espoir. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Son numéro a cessé de fonctionner. Et quand je suis passé chez lui, son colocataire m'a dit qu'il était parti en voyage d'affaires. Je ne sais pas si c'était une coïncidence ou autre chose, mais je ne voulais pas insister. J'ai sauvegardé le message et l'email sur une clé USB que j'ai cachée dans ma chambre au cas où il déciderait d'y revenir. J'ai démissionné quelques mois plus tard après avoir trouvé quelque chose dans un magasin d'électronique. Ce n'était pas par peur, mais parce que je ne supportais pas de me retrouver avec un secret que je ne pouvais pas voir. Le dernier jour, alors que je rangeais mes affaires, j'ai vu Laura m'observer depuis son bureau.
Elle n'a rien dit, hochant simplement la tête comme si elle comprenait pourquoi je partais. Aujourd'hui, depuis mon nouveau travail, je repense à ce jour de 1992. Parfois, je me demande qui a écrit ce mot, ce qui s'est passé à la 3e ligne, et pourquoi ces voix semblaient si réelles. Je n'ai pas de réponse, et je n'en aurai peut-être jamais. Mais chaque fois que je passe devant un supermarché et que je vois les bouteilles alignées dans les rayons, j'ai l'estomac noué, comme si l'une d'elles attendait que je l'ouvre. Musique, l'air à l'usine, Coca-Cola de Monterrey était toujours plus lourd en octobre. Peut-être était-ce dû au changement de saison, au froid qui commençait à s'infiltrer par les fentes des hautes fenêtres. Ou peut-être était-ce simplement ma tête qui me trottait dans la tête. Je travaillais de nuit dans la zone de mélange depuis 5 ans, où la douce odeur du sirop collait à mes vêtements et ne partait plus après 3 lavages. C'était un travail difficile mais bien payé. Et avec mon petit frère à l'université, chaque peso comptait. J'appréciais la routine, vérifier les valves, vérifier les niveaux de pression et écouter le ronronnement constant des machines. Mais avec l'arrivée d'octobre, quelque chose a changé dans l'air, comme si l'endroit retenait son souffle. La première fois que j'ai entendu parler du superviseur, c'était en 2e année. J'étais à la cafétéria avec des collègues en train de boire un café léger lorsqu'un des mécaniciens, un homme discret nommé Javier, m'a dit avoir vu quelqu'un dans la zone de mélange après son service. Il m'a dit que c'était un homme grand, vêtu d'une salopette bleue usée et d'une vieille casquette avec le logo Coca-Cola, le genre de celle que nous ne portions plus depuis les années 1980. Il marchait lentement, la tête baissée, inspectant les machines comme s'il faisait l'inventaire. Javier essaya de le suivre, mais lorsqu'il tourna au coin, le type avait disparu. Les autres rirent, disant que c'était une légende d'usine classique. Mais ce qui me frappa, c'est la façon dont Javier me l'avait raconté. Les yeux rivés sur sa tasse, comme s'il ne voulait pas revivre ce moment. Je n'y ai pas vraiment prêté attention jusqu'en octobre suivant, où je l'ai vu de mes propres yeux. C'était une nuit froide, et j'étais en train de régler une vanne sur la conduite principale. Seul le ronronnement des moteurs a rompu le silence, jusqu'à ce que j'entende un grincement semblable à celui de lourdes bottes raclant le béton. Je me suis retourné, m'attendant à voir un collègue, mais ce que j'ai vu m'a figé net. Il était là, au bout du couloir, grand, voûté, dans cette salopette bleue qui semblait tout droit sortie d'une autre époque. Sa casquette cachait son visage, mais je sentais qu'il m'observait. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me suis pas approché. Quelque chose en moi me disait de ne pas le faire. J'ai cligné des yeux, et quand j'ai regardé à nouveau, il n'était plus là. Seule restait une légère odeur chimique, comme celle qu'on sent après une fuite de gaz. J'ai couru à la salle de contrôle pour vérifier les caméras. J'étais sûr de l'avoir vu, mais il n'y avait rien sur les écrans, juste un flash rapide, comme si une lumière avait clignoté dans le couloir. J'ai visionné la vidéo plusieurs fois, en avance et en retour rapide, mais il n'y avait aucun signe de l'homme. Je me suis dit que c'était la fatigue, que les nuits tardives commençaient à me fatiguer. Mais je n'arrivais pas à me sortir cette image de la tête. J'ai parlé à ma superviseure Clara le lendemain. C'était une femme directe qui ne croyait pas aux histoires. Je lui ai donc raconté ce que j'avais vu sans trop de détails, juste pour voir ce qu'elle allait dire. Elle m'a regardé avec un mélange d'agacement et d'inquiétude et m'a raconté ce que tout le monde à l'usine ne savait qu'à moitié. En 1985, un ouvrier est mort dans la zone de mélange à cause d'une fuite de gaz. Il s'appelait Esteban, et selon Clara, l'accident était tragique, mais évitable. Quelqu'un avait oublié de fermer une vanne, et le gaz l'avait asphyxié, avant qu'il ne puisse s'échapper. La zone de mélange a depuis été modernisée, avec des capteurs et des protocoles plus stricts, mais des rumeurs concernant le superviseur ont commencé à circuler peu après. Clara m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était des histoires que les gens inventaient pour passer le temps. Mais j'ai remarqué qu'elle évitait le contact visuel quand elle parlait. Je n'en ai parlé à personne au travail, mais à mon frère Diego. Quand je lui ai rendu visite ce week-end-là, il était dans son appartement, entouré de manuels d'ingénierie, et il m'a écouté pendant que nous mangions des gorditas achetés au coin de la rue.
Il a dit que ça ressemblait à du stress ou à une blague de ses camarades, mais il m'a suggéré d'apporter une caméra personnelle, comme celle qu'il utilisait pour filmer ses projets universitaires. Si c'est réel, tu filmes. Sinon, tout va bien, a-t-il haussé les épaules. J'ai trouvé l'idée bonne. Alors, la semaine suivante, j'ai apporté une petite GoPro qu'il m'a prêtée. Octobre a laissé place à novembre et le superviseur continuait de se présenter. Pas tous les soirs, mais suffisamment souvent pour que les autres employés de l'équipe commencent à discuter. Une collègue, Marisol, a juré l'avoir vu vérifier une machine juste avant qu'elle ne tombe en panne, comme s'il cherchait quelque chose. Un autre, un nouveau venu, Daniel, a dit avoir essayé de lui parler, le prenant pour un chef d'équipe. Il a dit que l'homme avait levé les yeux et que, sous la casquette, il n'y avait pas de visage, juste une ombre noire qui semblait absorber la lumière. Daniel a demandé à changer d'équipe le lendemain, et personne ne s'est moqué de lui. J'ai installé la GoPro dans un coin de la salle de mixage, en me concentrant sur le couloir où il apparaissait habituellement. J'ai laissé l'enregistrement toute la nuit, mais lorsque j'ai visionné la vidéo, il n'y avait que des parasites au moment où il aurait dû être. En quelques secondes, il y avait un flou, comme si quelque chose avait flashé rapidement devant l'objectif, mais rien de net. Les caméras de sécurité de l'usine affichaient la même chose. Des flashs, des flous, mais jamais d'image nette. J'ai commencé à avoir l'impression que le superviseur savait qu'on le surveillait, et cela m'a rendu plus nerveux que l'idée de le revoir. J'ai décidé d'enquêter davantage. Pendant mes jours de congé, je suis allé à la bibliothèque municipale et j'ai feuilleté les journaux de 1985. J'ai trouvé un bref article sur l'accident. Un ouvrier est mort dans une usine Coca-Cola des suites d'une inhalation de gaz. Il n'y avait pas de détails croustillants, si ce n'est qu'Esteban Ramirez, 34 ans, avait été retrouvé inconscient dans la zone de mélange. La note indiquait que l'entreprise regrettait la perte et que des mesures avaient été prises pour prévenir de futurs incidents, mais entre les lignes, quelque chose clochait. Il ne mentionnait aucune autre personne présente sur les lieux, aucun témoin et aucune enquête approfondie. On aurait dit qu'il voulait clore l'affaire au plus vite. J'ai interrogé un collègue plus âgé, Don Hector, qui travaillait à l'usine depuis les années 1980. Il n'était pas très bavard, mais un après-midi, alors que nous partagions un verre, il s'est un peu confié. Il m'a dit qu'Esteban n'était pas seul ce soir-là. Il y avait un superviseur avec lui, un type qui a ensuite démissionné et quitté la ville. Don Hector n'en savait pas plus. Mais il m'a dit qu'après l'accident, l'entreprise avait remplacé tout le personnel de ce service, comme pour effacer toute trace de ce qui s'était passé. Tout le monde aimait Esteban, ajouta-t-il. Il n'était pas du genre à s'attirer des ennuis, mais quelque chose le tracasse depuis quelques jours. Cette conversation me laissa un goût amer. Et si l'accident n'avait pas été si accidentel? Et si le superviseur n'était pas seulement un écho d'Esteban, mais quelqu'un qui essayait de me faire comprendre ce qui s'était réellement passé? Cette pensée me hantait, surtout quand j'étais seul dans la zone de mélange, avec le bruit des machines et l'odeur du sirop qui imprégnait l'air. Un soir, en plein mois de novembre, j'ai décidé de rester tard. Je voulais le revoir, le confronter, même si je ne savais pas ce que je ferais si j'y parvenais. Debout dans le couloir principal, lampe de poche à la main, j'attendais. Le froid était plus intense que d'habitude, et l'odeur chimique était plus forte, presque vertigineuse. Puis je l'ai aperçu au bout du couloir, évoluant parmi les machines. Sa salopette semblait absorber la lumière, et sa casquette cachait son visage. Comme toujours, je m'approchai de quelques pas, le cœur battant si fort que je le sentais dans mes oreilles. « Hé !» dis-je d'une voix tremblante. « Je sais qui tu es. »« Ah, que veux-tu » Il ne répondit pas. Il s'arrêta net. Il tourna la tête vers moi, et même si je ne vis aucun visage, j'eus l'impression qu'il me regardait. L'air devint lourd, comme si quelqu'un avait ouvert une vanne et que le gaz emplissait l'espace. Je reculai d'un pas et il disparut derrière une machine. Je courus à sa recherche, mais il n'y avait rien, juste un vieil outil par terre. Une clé à molette qui n'aurait pas dû être là. Je l'ai ramassé et il faisait froid, presque glacial, même si le métal aurait dû être chaud à cause de la chaleur des machines. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé cette nuit-là.
J'ai gardé la clé dans mon casier sans que je sache pourquoi. Peut-être voulais-je une preuve, quelque chose de tangible de ce que j'avais vu. Les jours suivants furent paisibles. Le superviseur ne réapparut pas et l'atmosphère dans l'usine se détendit un peu, mais je ne parvenais pas à me détendre. Chaque fois que je passais devant la zone de mélange, je ressentais un picotement dans la nuque, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Parfois, en vérifiant les machines, je trouvais des vannes légèrement ouvertes, même si je jurais les avoir bien fermées. J'ai reparlé à Diego et je lui ai tout raconté. Il m'a dit qu'il était peut-être temps de chercher un autre emploi, que ça ne valait pas le risque pour un salaire, mais que ce n'était pas si simple. L'usine assurait le confort de ma mère et finançait les études de Diego. Abandonner n'était pas envisageable. Pas encore. En octobre dernier, quand les nuits sont redevenues plus froides, j'ai recommencé à entendre des rumeurs. Un nouveau gardien a dit avoir vu quelqu'un dans la zone de mélange, grand en bleu de travail. Je n'ai pas voulu poser d'autres questions. Maintenant, quand je suis de garde de nuit, je reste près de la salle de contrôle, loin des couloirs sombres. Mais parfois, quand je consulte des rapports, je sens cette odeur chimique et je jure entendre le bruit des bottes sur le béton, de plus en plus proche. Musique. L'odeur du vieux papier et de l'encre fanée m'accueillait chaque matin en entrant dans les archives de Coca-Cola à Mexico. J'y travaillais depuis 3 ans. Organiser les dossiers des employés, mettre à jour les dossiers et vérifier que tout était en ordre pour les audits. C'était un travail calme, presque monotone, mais j'appréciais la solitude du lieu. La pièce était située dans un coin du 3e étage, avec une petite fenêtre qui laissait à peine entrer la lumière et un climatiseur qui semblait toujours sur le point de tomber en panne. Ma seule compagnie était le bourdonnement des néons et le bruissement des pages que je tournais. Ma vie en dehors du bureau tournait autour de ma compagne, Anna, et de notre projet d'économiser pour un appartement. Ce travail, même s'il n'était pas le rêve de tout le monde, nous maintenait à flot. Tout allait bien jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange dans les dossiers. De temps à autre, des documents physiques disparaissaient. Non pas les documents numériques sauvegardés dans le système, mais les dossiers papier que nous conservions au cas où. Il s'agissait toujours d'employés qui ne travaillaient plus pour l'entreprise, de personnes démissionnaires, retraitées ou, dans certains cas, décédées. Au début, j'ai cru que c'était mon erreur, que je les avais mal classés, mais le lendemain, je les retrouvais ailleurs, sur une autre étagère, dans une boîte intacte, ou même empilés sur mon bureau, comme si quelqu'un les avait fouillés pendant la nuit. La première fois que c'est arrivé, je n'y ai pas prêté attention. J'ai vérifié l'inventaire. J'ai trouvé les documents manquants dans un dossier au fond du classeur et j'ai supposé qu'il s'agissait d'un oubli. Mais quand cela a commencé à se produire tous les 2 ou 3 mois, j'ai commencé à tenir des registres. J'ai noté les dossiers manquants, à qui ils appartenaient et où je les ai retrouvés plus tard. Ils avaient tous un point commun. Ils provenaient d'employés d'usines des années 1980 et 1990. Certains noms me venaient de rumeurs de bureaux, d'histoires d'accidents ou de licenciements jamais complètement élucidés. Un matin, je suis arrivé plus tôt que d'habitude. Anna s'était disputée avec moi la veille au soir, à cause du stress que je ressentais, et j'ai décidé de partir tôt pour me changer les idées. En entrant dans les archives, j'ai remarqué que ma chaise était tournée vers le classeur, comme si quelqu'un s'était assis pour examiner les documents et ne l'avait pas remis en place. Mon cœur a fait un bond. Personne d'autre n'avait accès à ce bureau. J'étais le seul à avoir la clé, et les agents d'entretien n'y sont entrés que le week-end. Je me suis approché du classeur et j'ai constaté qu'un des tiroirs était légèrement entrouvert, bien que je l'avais verrouillé la veille. J'ai fouillé le contenu et j'ai trouvé un dossier déplacé, celui d'un certain Roberto Guzman, opérateur de machines qui avait travaillé à l'usine en 1987. Je ne me souvenais pas l'avoir déjà vu, mais le dossier était usé avec des taches jaunes au coin. À l'intérieur se trouvait une photo en noir et blanc d'un jeune homme aux cheveux lissés en arrière et à l'air sérieux. Ce qui a attiré mon attention, c'est une note manuscrite sur la dernière page. Ce n'était pas une erreur. Cherchez le rapport 871. L'écriture était irrégulière. On aurait dit que c'était écrit à la va-vite. Il n'y avait aucun rapport portant ce numéro dans le dossier,
Et en cherchant dans le système numérique, je n'ai rien trouvé. J'ai décidé de m'adresser à ma patronne, Marcella, une femme peu loquace, qui travaillait dans l'entreprise depuis des années. J'ai mentionné le dossier qui était apparu puis disparu, omettant la chaise et la note pour ne pas paraître paranoïaque. Il m'a regardé avec un mélange d'agacement et d'épuisement et m'a dit que quelqu'un était probablement en train d'entrer par effraction. Peut-être un garde ou quelqu'un d'un autre service. Il m'a demandé de mettre un verrou supplémentaire sur le classeur et de ne plus m'attarder là-dessus. Mais son ton était étrange, comme s'il voulait clore le sujet rapidement. Ce soir-là, en rentrant, j'ai raconté à Anna ce qui se passait. Je cuisinais du mol et l'odeur emplissait l'appartement. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je lui ai dit que quelque chose clochait au bureau. J'avais l'impression que quelqu'un déplaçait délibérément des objets. Elle, toujours pragmatique, m'a suggéré d'installer une de ces petites caméras qu'on trouve à bas, pris dans les magasins d'électronique. « Si c'est un farceur, tu l'attraperas », dit-elle en servant le riz. J'ai trouvé l'idée bonne, même si au fond, je n'étais pas sûr de vouloir savoir qui ou quoi se cachait derrière tout ça. J'ai acheté une simple caméra de surveillance et je l'ai installée dans un coin des archives, cachée parmi des cartons. Je l'ai programmée pour enregistrer toute la nuit, pensant que si quelqu'un s'introduisait par effraction, je le surprendrais. Les premiers jours, rien ne se passa. Les enregistrements montraient la pièce vide, la poussière flottant dans la lumière fluorescente. Mais la 4e nuit, quelque chose changea. J'ai regardé la vidéo sur mon ordinateur portable et j'ai constaté que vers 2 heures du matin, la chaise bougeait toute seule. Ce n'était pas un virage brusque, mais plutôt un virage lent, comme si quelqu'un la réglait pour s'asseoir. Puis, le tiroir du classeur s'ouvrit de quelques centimètres et un dossier tomba au sol. Personne n'était visible, mais le mouvement était net, comme si une main invisible l'avait poussé. Je me figeai. J'ai visionné la vidéo plusieurs fois, cherchant une astuce, un reflet, n'importe quoi qui expliquerait ce que je voyais, mais rien. J'ai décidé de ne rien dire à Marcella. Je ne voulais pas qu'il pense que je perdais la tête. Au lieu de cela, j'ai parlé à un collègue ouvrier d'entretien, un homme d'un certain âge nommé Don Pepe, qui avait toujours des histoires à raconter sur l'usine. J'ai mentionné les dossiers, sans entrer dans les détails de l'appareil photo, et je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur Roberto Guzman. Son visage s'est durci et il m'a dit que Roberto était mort dans un accident à l'usine en 1987. Une machine d'embouteillage est tombée en panne et il s'est retrouvé coincé. « Oh, c'était horrible », a-t-il dit à voix basse. L'entreprise a invoqué une erreur humaine, mais certains ont pensé que quelqu'un avait trafiqué la machine. L'affaire n'a jamais fait l'objet d'une enquête sérieuse. Cette conversation m'a laissé un nœud au ventre. J'ai commencé à remarquer d'autres choses dans le bureau. La climatisation, toujours bruyante, s'arrêtait parfois brusquement, laissant un silence qui me troublait. Un jour, alors que je classais, j'ai entendu un bruissement, comme si quelqu'un passait un doigt sur les dossiers du classeur. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Un autre matin, j'ai trouvé sur mon bureau un dossier ouvert à la page d'un employé qui avait démissionné en 1990. Quelqu'un avait griffonné un mot dans la marge. Vous savez, la paranoïa a commencé à m'envahir. Je m'assurais de verrouiller la porte à chaque fois que je partais. Mais j'avais toujours l'impression d'être observé. Un soir, alors que je travaillais tard, les lumières du couloir ont clignoté et je jure avoir vu une ombre passer devant la fenêtre du bureau. Ce n'était pas une silhouette nette, juste une silhouette qui s'estompait rapidement. J'ai décidé que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai parlé à Anna et lui ai dit que j'envisageais de démissionner. Elle m'a soutenu, mais m'a aussi rappelé que nous avions besoin d'argent pour l'appartement. « Attends ça encore un peu », dit-il en me serrant la main. « Mais ne prends pas de risque si tu sens que quelque chose ne va pas. » J'ai pris une décision. Je chercherai le rapport 871, même si je devais fouiller chaque boîte des archives. J'ai passé des nuits entières à examiner les documents. Mon appareil photo allumé au cas où, j'ai trouvé le rapport dans une boîte poussiéreuse, enfoui sous une pile de papiers inutiles. Il s'agissait d'un rapport interne concernant l'accident de Roberto. Il indiquait que la machine avait été inspectée une semaine plus tôt et qu'elle était en parfait état.
Mais un témoin, un superviseur qui ne travaillait plus pour l'entreprise, a affirmé que Roberto avait signalé des dysfonctionnements quelques jours avant l'accident. L'entreprise l'ignora et le rapport conclut que l'opératrice était responsable de la mauvaise gestion du dossier. La fin, une note manuscrite stipulait que le dossier ne devait pas être rouvert. Ce soir-là, alors que je rangeais le rapport dans mon sac à dos, je ressentis un frisson que la climatisation ne pouvait expliquer. La chaise tourna de nouveau, cette fois pendant que j'étais dans la pièce. Ce n'était pas un mouvement lent, mais une rotation rapide, comme si quelqu'un avait appuyé fort. J'ai couru vers la porte, mais elle était verrouillée de l'extérieur. J'ai frappé et crié, mais le couloir était vide. Après quelques minutes qui m'ont semblé une éternité, la porte s'est ouverte toute seule et je suis sorti en courant sans me retourner. Je n'ai pas abandonné immédiatement. J'avais besoin de ce travail et une partie de moi voulait comprendre ce qui se passait, mais j'ai arrêté de travailler seul au bureau. J'ai demandé des horaires de jour et j'ai évité de rester tard. J'ai sauvegardé le rapport et les enregistrements sur une clé USB que j'ai cachée chez moi au cas où je déciderais d'en faire quelque chose. Parfois, quand je suis avec Anna, j'ai envie de tout lui raconter. Mais je ne veux pas l'inquiéter plus que nécessaire. Musique. Le moteur du camion rugissait sur la vieille route quittant Puebla. C'était vendredi, vers 23h30, et la fatigue me pesait sur les yeux. J'avais passé la journée à livrer des caisses de Coca-Cola dans la ville, et c'était ma dernière livraison avant de pouvoir rentrer. Juste 2 caisses pour une petite boutique en périphérie, un endroit qui apparaissait à peine sur mon GPS. Mon plan était simple: déposer la commande, encaisser le paiement et être de retour avant minuit pour dormir quelques heures avant, d'emmener ma nièce au parc samedi. La seule chose qui m'empêchait de dormir, l'idée de la voir sourire quand je lui achèterais de la barbe à papa. La route était presque déserte, à l'exception de quelques semi-remorques qui passaient à toute vitesse en sens inverse. Les phares du camion éclairaient l'asphalte craquelé et l'air qui entrait par la fenêtre, entr'ouverte, sentait la terre. Humide et l'essence, le magasin se trouvait dans une petite ville, une de ces villes apparemment oubliées, avec ses maisons délabrées et ses chiens maigres qui aboyaient dans leur jardin. À mon arrivée, le magasin n'était guère plus qu'une cabane, avec une enseigne, défraîchie annonçant « Abarrotes el Sol ». Une lampe solitaire vacillait au-dessus de l'entrée, et le reste de la rue était plongé dans l'obscurité. À l'exception de la lueur lointaine d'un lampadaire, je suis sorti du camion avec les 2 cartons, le poids familier sur ma poitrine. La porte du magasin était entr'ouverte, ce qui me semblait étrange à cette heure-là. J'ai frappé à 2 reprises, mais personne n'a répondu. J'ai poussé la porte d'un coup d'épaule, et la sonnette rouillée a retenti faiblement. À l'intérieur, l'endroit sentait la lessive et le pain rassis. Les étagères étaient à moitié vides, et une vieille radio diffusait une cumbia à peine audible. J'ai laissé les cartons sur le comptoir et j'ai frappé à nouveau, espérant que le propriétaire surgirait d'une arrière-salle. Personne ne s'est présenté. J'ai décidé d'attendre un moment, vérifiant mon téléphone pour confirmer la commande. C'est alors que j'ai entendu un bruit, un léger grattement, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. Il provenait de l'arrière du magasin, où un rideau en plastique séparait la zone de vente de ce que je pensais être un entrepôt. Je pensais que le propriétaire déplaçait peut-être des marchandises, alors je m'approchai et tirai le rideau. L'odeur de moisi s'intensifia, et la lumière d'une seule ampoule éclairait à peine une pièce, remplie de cartons empilés et de canettes poussiéreuses. Il n'y avait personne. Je retournai au comptoir, un peu inquiet. Le silence commençait à me rendre nerveux, et la lumière vacillante n'arrangeait rien. J'ai décidé d'écrire un mot avec mon numéro, pour que le propriétaire puisse me contacter pour le paiement, et je me suis dirigé vers le camion. Mais en partant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a arrêté net. Une des boîtes que j'avais laissées sur le comptoir était maintenant par terre, près de la porte, comme si quelqu'un l'avait déplacée. Il n'y avait pas de vent, et la porte n'avait pas été ouverte depuis mon entrée. Je fixai la boîte, le cœur battant plus fort que d'habitude. Je retournai au magasin plus par curiosité que par courage. Je soulevai la boîte et l'inspectai. Tout était en ordre, les bouteilles intactes, mais en la reposant sur le comptoir, j'entendis le même bruissement. Plus proche cette fois, comme venant du sous-sol. Je me suis figé,
L'idée d'un sous-sol ou de quelque chose de caché dans un si petit magasin me semblait absurde, mais le bruit était indéniable. J'ai cherché une trappe ou une grille, mais je n'ai rien vu. Juste le sol en ciment usé mais solide. J'ai décidé que le risque n'en valait pas la peine. J'ai laissé le mot sur le comptoir, pris mes clés et suis parti rapidement. Mais en montant dans le camion, j'ai aperçu quelque chose dans le rétroviseur. Une ombre se déplaçant derrière la tente, grande et mince, comme si quelqu'un se tenait juste hors de portée du phare. Je n'ai pas attendu d'en voir plus. J'ai démarré le moteur et je suis parti sans me retourner, le pouls battant la chamade et les mains agrippées au volant. De retour à la maison, j'ai raconté ce qui s'était passé à ma sœur, car là, elle était dans la cuisine en train de préparer du café pour rester éveillée pendant qu'elle finissait son travail. Elle m'a écouté en fronçant les sourcils et a dit que c'était probablement un cambrioleur ou quelqu'un caché dans le magasin qui attendait que je parte. Ces petites boutiques en ville ont toujours des trucs bizarres, dit-il en me tendant une tasse. Mais je n'en étais pas si sûr. Un voleur ne déplace pas une boîte juste pour la laisser sur le pas de la porte, et encore moins pour faire du bruit par terre. Lundi, au bureau de distribution, j'ai demandé à mon superviseur, Don Raoul, à propos de la petite boutique. C'était un type qui connaissait chaque itinéraire comme sa poche. Quand j'ai mentionné Barotte le Soleil, son expression a changé. Il m'a expliqué que le magasin avait fermé il y a quelques années, le propriétaire, un homme âgé, étant tombé malade et ne pouvant plus servir. Personne n'avait rouvert l'établissement et la commande qui m'avait été attribuée devait être une erreur système. Je lui ai parlé de la caisse et du bruit, omettant de mentionner l'ombre pour ne pas paraître insensé. Il s'est gratté le menton et m'a expliqué que parfois, d'anciens systèmes enregistraient les commandes de clients disparus. C'était une technologie, a-t-il dit. Mais j'ai remarqué qu'il évitait le contact visuel. J'ai décidé de faire quelques recherches par moi-même. J'ai cherché le magasin en ligne, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Juste quelques vieux avis sur une carte numérique. J'ai ensuite parlé à un collègue, Miguel, qui effectuait également des livraisons dans cette zone. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et il est resté silencieux un moment avant de me dire qu'une fois sur ce même trajet, il avait senti quelqu'un le suivre pendant qu'il déchargeait. Il n'avait rien vu clairement, mais il m'a dit que l'air était lourd et qu'il n'avait plus jamais accepté de livraison dans cette ville après 22 heures. La semaine suivante, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était un homme à la voix grave qui m'a dit qu'il avait reçu les colis et que je pouvais payer quand je le voulais. Je lui ai demandé qui il était et comment il connaissait mon numéro, mais il s'est contenté de répéter l'adresse du magasin et a raccroché. Je n'ai pas reconnu sa voix et, lorsque j'ai essayé de le rappeler, le numéro était hors service. Je n'en ai parlé à personne au travail. Je ne voulais pas qu'il pense que j'inventais des histoires, mais je ne suis pas allé chercher ma paix non plus. J'ai commencé à éviter les tournées de nuit, demandant à Don Raoul de m'assigner des équipes de jour. Il ne m'a pas demandé pourquoi, mais j'ai remarqué qu'il me regardait avec une certaine curiosité. À la maison, Anna a commencé à s'inquiéter pour moi. Elle disait que j'avais l'air distrait, que je ne mangeais pas bien. Je lui ai dit que c'était le stress du travail, mais je ne lui ai pas dit toute la vérité. Je ne voulais pas qu'il pense que je perdais la tête. Quelques semaines plus tard, j'ai dû reprendre cette route pour une autre livraison. Même si ce n'était pas le même magasin, il faisait jour et le soleil brillait fort. Mais en approchant de la ville, j'ai senti une boule au ventre. J'ai ralenti en passant devant l'épicerie Elle Seule. Le magasin était barricadé de planches aux fenêtres et un cadenas rouillé était sur la porte. Mais par terre, juste devant l'entrée, se trouvait une bouteille de Coca-Cola en verre, identique à celle que j'avais livrée ce soir-là. Elle était intacte, l'étiquette légèrement décollée, et je jurerais qu'elle n'était pas là la première fois que je suis passé devant. Je ne me suis pas arrêté. J'ai accéléré et continué ma route, essayant de me convaincre que c'était une coïncidence. Mais depuis, chaque fois que j'ouvre un Coca, je regarde attentivement la bouteille, comme si j'espérais y trouver quelque chose. Parfois, quand je suis seul dans le van, j'ai un frisson, comme si quelqu'un était assis sur le siège passager. Je ne regarde pas,
je ne pose pas de questions. Je continue simplement à rouler, en espérant que ce qui se trouve dans ce magasin ne me suive pas jusqu'à chez moi. Musique, la climatisation ronronnait, doucement dans les bureaux de Coca-Cola à Querétaro, mais elle ne parvenait pas à dissiper la chaleur étouffante de cette fin octobre. Je travaillais dans l'équipe marketing depuis 2 ans, à concevoir des campagnes sur les réseaux sociaux, et même si le travail pouvait être épuisant, j'aimais le rythme. Je m'appelle Jimena et ma vie tournait autour des échéances. Des réunions d'équipe et des après-midi à la maison avec mon chat, Milo, qui m'attendait pour me faire des câlins pendant que je regardais des séries. C'était une routine confortable. Mais cette semaine-là, quelque chose l'a brisé. Nous préparions une campagne pour le jour des morts. Une de ces grandes idées avec des hôtels virtuels et des filtres interactifs. Ma mission consistait à visionner des images d'archives pour nous inspirer d'anciennes campagnes de marque. J'ai eu accès à un dossier numérique sur le serveur de l'entreprise, rempli de vidéos, de photos et de scripts des années 1990. J'ai passé des heures à regarder de vieilles publicités avec des jingles qui semblaient appartenir à une autre époque et des couleurs, délavées par la qualité des enregistrements. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo sans titre. Juste un code, C94 1028. La vidéo était étrange. Elle n'avait ni musique ni narration, juste un plan fixe d'une chaîne d'embouteillage dans une usine. Les machines tournaient, mais aucun ouvrier n'était visible. La caméra se focalisait sur un tapis roulant, et toutes les quelques secondes, une bouteille de Coca-Cola passait devant l'objectif. Mais quelque chose clochait. Certaines bouteilles semblaient contenir des ombres, non pas comme du liquide, mais comme des silhouettes qui bougeaient légèrement, comme si quelque chose était piégé. La vidéo a duré environ 3 minutes et s'est terminée brusquement par un flash blanc et un bourdonnement qui m'ont fait retirer mon casque. J'ai pensé à une erreur de montage, à une corruption de l'enregistrement. J'ai essayé de l'ouvrir à nouveau, mais le fichier n'était plus dans le dossier. J'ai vérifié l'historique du serveur et il n'y avait aucune trace de suppression. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'y ai pas prêté attention. Parfois, les systèmes de l'entreprise plantaient. J'en ai parlé à ma collègue Sophia autour d'un café dans la salle de pause. Elle a ri et m'a dit que c'était probablement une vidéo test que quelqu'un avait oublié de supprimer. Ou peut-être le fantôme de l'usine a-t-elle plaisanté en me faisant un clin d'œil. J'ai ri, mais je n'arrivais pas à me sortir l'image de ces ombres de la tête. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai essayé de me détendre avec Milo sur mes genoux, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur la télévision. Je n'arrêtais pas de penser à la vidéo, à ces bouteilles qui semblaient contenir autre chose que du soda. J'ai décidé de vérifier mon ordinateur portable. Parfois, je sauvegardais des copies de fichiers importants sans m'en rendre compte. À ma grande surprise, la vidéo se trouvait dans un dossier de téléchargement que je ne me souvenais pas avoir. Créé, je l'ai ouvert et c'était pareil. La cassette, les bouteilles, les ombres, mais cette fois, et j'ai remarqué quelque chose de nouveau. À l'arrière-plan, à peine visible, se trouvait une silhouette. Elle n'était pas nette, juste une silhouette humaine, immobile, comme si elle observait la caméra de loin. Quand j'ai essayé de mettre la vidéo en pause pour mieux voir, mon ordinateur portable s'est éteint tout seul. Je fixais l'écran noir, le cœur battant. Milo a hurlé et a bondi du canapé comme si quelque chose l'avait surpris. J'ai essayé de rallumer l'ordinateur, mais il ne répondait pas. Je l'ai laissé charger et je suis allé me coucher en me disant que ce n'était qu'un problème technique, mais je n'ai pas bien dormi. J'ai rêvé de bouteilles alignées dans une pièce sombre, chacune avec une ombre qui tapait contre la vitre de l'intérieur, comme si elle essayait d'en sortir. Le lendemain, au bureau, j'ai parlé de la vidéo à mon patron, Mauricio. J'ai omis de mentionner mon ordinateur portable pour ne pas paraître exagéré. Mais je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur les enregistrements de 1994. Il m'a regardé en fronçant les sourcils et m'a dit que la période était difficile pour l'entreprise, avec des changements dans les usines de production, mais que les fichiers ne présentaient rien d'anormal. Il m'a suggéré de me concentrer sur la campagne et de ne pas perdre de temps avec des choses anciennes. Son ton était sec, comme s'il voulait éviter le sujet. Cela m'a rendu encore plus nerveux. J'ai décidé de faire des recherches par moi-même.
Pendant ma pause déjeuner, j'ai cherché sur Internet des incidents survenus dans les usines Coca-Cola dans les années 1990. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Juste un bref article dans un journal local sur un accident mineur survenu dans une usine en 1994, sans détails précis. Mais sur un forum d'anciens employés, quelqu'un a évoqué une rumeur. Une chaîne d'embouteillage avait été arrêtée en raison de problèmes techniques, plusieurs employés ayant déclaré se sentir surveillés ou entendre des bruits étranges. Le commentaire était anonyme et le fil de discussion a été supprimé peu après. Cet après-midi-là, alors que je travaillais sur un projet, mon ordinateur de bureau a commencé à se comporter bizarrement. Le curseur se déplaçait tout seul, ouvrant des dossiers que je n'avais pas touchés. La même vidéo apparaissait dans l'un d'eux, même si j'étais sûr de ne pas l'avoir téléchargée. Je l'ai ouverte les mains tremblantes, et cette fois, la silhouette en arrière-plan était plus nette. Il était grand, la posture rigide, et même si je ne pouvais pas voir son visage, il semblait me regarder droit dans les yeux. La vidéo s'est coupée avant que je puisse en distinguer davantage. Et l'écran a affiché une erreur. Fichier corrompu. J'ai prévenu Sophia, qui était dans le box voisin. Elle a écouté attentivement, mais a dit que c'était peut-être un virus ou une farce. Ces grandes entreprises ont toujours des secrets étranges, a-t-elle haussé les épaules. Mais j'ai remarqué qu'elle évitait de rester seule au bureau après ça. Je ne me sentais pas à l'aise non plus. Le climatiseur, qui avait toujours été bruyant, émettait maintenant un bourdonnement qui ressemblait à un murmure, comme si quelqu'un parlait très bas. Ce soir-là, j'ai apporté mon ordinateur portable à un ami technicien, Louis, qui habitait à proximité. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, mais j'ai omis la partie concernant les ombres pour ne pas paraître fou. Il a vérifié la machine et a dit qu'il n'y avait rien d'anormal, mais le disque dur contenait des fragments de données qu'il ne pouvait expliquer, comme si quelqu'un avait essayé de supprimer quelque chose à mi-chemin. Il m'a suggéré de tout sauvegarder et de réinstaller le système. Je l'ai fait, mais j'ai conservé une copie de la vidéo sur une clé USB, au cas où. Les jours suivants furent pires. J'ai commencé à remarquer des choses autour du bureau. Ma chaise était légèrement décalée à mon arrivée le matin, où ma souris se trouvait de l'autre côté du bureau. Un jour, alors que je révisais un script, j'ai entendu un craquement derrière moi, comme si quelqu'un marchait sur une bouteille en plastique. Je me suis retourné, mais le box était vide. L'odeur du sirop de Coca-Cola, qui s'échappait parfois de l'usine voisine, était plus forte, presque suffocante, même fenêtre fermée. J'ai parlé à ma meilleure amie Carla par visioconférence. Elle était chez elle à Guadalajara, et pendant que je lui racontais tout, Milo s'est agité, miaulant et regardant par la fenêtre. Carla, qui avait toujours été la plus rationnelle du groupe, m'a dit que j'étais probablement stressé par la campagne, et que mon esprit me jouait des tours, mais elle m'a aussi suggéré de faire une pause, peut-être en laissant la clé USB à la maison et en ne me concentrant pas sur la vidéo. J'aurais voulu l'écouter, mais je ne pouvais pas. Quelque chose dans ces ombres me donnait l'impression qu'elle n'était pas une simple erreur. J'ai décidé de faire une dernière recherche sur le serveur de l'entreprise. J'ai trouvé un fichier texte enfoui dans un dossier de maintenance daté d'octobre 1994. Il s'agissait d'une note interne, non signée, mentionnant la suspension d'une chaîne d'embouteillage en raison d'anomalies non spécifiées. Elle indiquait que le personnel avait signalé une interférence visuelle dans les images de sécurité et que des mesures correctives avaient été prises. À la fin, une ligne m'a glacé le sang. La ligne ne sera pas rouverte jusqu'à nouvel ordre. Veuillez rester discret. Ce soir-là, j'ai emporté la clé USB chez moi et je l'ai cachée dans un tiroir. Je ne voulais pas continuer à regarder la vidéo, mais je ne pouvais pas non plus m'en débarrasser. Le lendemain, au bureau, Mauricio m'a convoqué. Il m'a dit qu'il avait remarqué que j'avais été distrait et m'a demandé si tout allait bien. Son ton était amical, mais quelque chose dans son regard m'a rendu nerveux, comme s'il savait que je m'étais mêlé de choses que je n'aurais pas dû. Je lui ai dit que tout allait bien, que j'étais juste fatigué, et je suis retourné à mon bureau. Depuis, j'essaie de me concentrer sur la campagne, mais je ne peux m'empêcher d'avoir l'impression que quelque chose m'observe. Les lumières du bureau scintillent plus que d'habitude, et parfois quand je suis seul, j'entends un bruissement, comme si quelqu'un passait ses doigts sur un clavier.
La semaine dernière, alors que je terminais un projet, mon ordinateur a lancé la vidéo automatiquement. Je ne l'ai pas lancé, j'ai juste fermé l'ordinateur et je suis rentré chez moi. Maintenant, quand je travaille, je garde la clé USB dans une autre pièce. Mais je sens toujours cette odeur sirupeuse, même dans mon appartement. Et la nuit dernière, alors qu'il dormait, Milo s'est soudainement réveillé, regardant vers la porte, comme si quelqu'un l'attendait là.